Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui en fait pour corriger donc le contrôle d'histoire sur la guerre froide, dans lequel je vous avais principalement proposé en fait des études de documents. Donc comme son nom l'indique, des études de documents, ça veut dire que les réponses sont dans les documents. Donc qu'il s'agisse d'un texte, d'une carte ou d'une caricature, il faut être bien attentif en fait aux documents, puisque à part si on vous met d'après vos connaissances personnelles, effectivement, les réponses sont dans les documents. Alors dans le premier document, les difficultés rencontrées, souvent sur le texte, c'est que vous avez souvent fait du copier-coller du texte, et vous ne saviez pas vraiment quelle partie du texte d'ailleurs copier-coller, notamment entre la question 1 et la question 2. Souvent, vous mettiez un petit peu les mêmes réponses et vous n'arriviez pas à faire la différence entre ces deux questions. Donc souvent, par exemple, vous répondiez à la question 1 finalement dans la question 2, donc j'ai compté les points souvent. C'est sûr que vous auriez été à un examen, vous auriez eu 0 ou 2 réponses. Donc j'en ai pas tenu compte, j'ai considéré que vous aviez quand même compris l'idée du texte, donc je vous ai quand même attribué des points. Dans les cartes sur effectivement la crise de Berlin, alors la plupart ont réussi, mais certains se sont trompés sur la première question et ont eu du mal, par exemple, voilà, vous parlez de 4 parties. C'est pas 4 parties, c'est 4 zones d'occupation. Pourquoi elles sont occupées, par qui elles sont occupées. Donc il fallait être précis. De même, quand je vous insiste sur la question 3 ou 4 en vous demandant de me parler du blocus et des conséquences de ce blocus, vous oubliez de me parler des conséquences. Donc vous oubliez une partie de la question, ce qui vous fait perdre un point sur 2. Mais c'était dans la question numéro 2. Et finalement, le document que vous avez le mieux réussi, alors que je pensais que ça serait plus difficile pour vous, c'est la caricature, où généralement, beaucoup d'élèves ont eu 5 sur 5 ou 4 sur 5. Voilà. Donc on va essayer de reprendre ensemble les réponses. Et surtout de vous montrer comment on pouvait en partie reformuler finalement dans le texte ce qui était écrit. Alors, première chose, donc première question, Harry Truman en fait, et c'était beaucoup plus simple, la réponse vous êtes souvent compliquée, Harry Truman en fait pense tout simplement que les soviétiques souhaitent un élargissement du conflit pour, il le dit dès le départ en fait, semer la discorde entre les Américains et les Européens, qui sont alliés, vous vous souvenez, dans le bloc de l'Ouest. Donc, évidemment, les Européens sont contre l'élargissement de ce conflit. Pourquoi? En fait, on a la réponse dans la question 2. Et donc, ils sont contre que les Américains s'engagent davantage en Asie parce qu'ils vont être davantage isolés en Europe, tout simplement. Donc, il suffisait juste, en fait, de reprendre les informations de départ. Donc, c'est bien pour ça que Truman ne va pas poursuivre davantage, ne va pas étendre davantage le conflit en Asie. Il n'a pas envie de perdre ses alliés américains et il est bien conscient, effectivement, que ceux-ci seraient davantage isolés. Question numéro 2, et c'est là où vous avez manqué de précision. Souvent, vous m'avez parlé d'un danger plus grand, etc., mais sans me dire concrètement qu'est-ce que c'est que ce danger. Alors, il le dit pourtant clairement, en fait. Donc, si on relie, en fait, une extension de la guerre de Corée dans d'autres pays d'Asie, risquerait de fragiliser, en fait, les alliés européens, parce que, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Si les États-Unis engagent toutes leurs ressources militaires dans une guerre qui serait donc élargie, pas seulement à la Corée, mais à d'autres pays en Asie, ils laisseraient les Européens, qui sont évidemment beaucoup plus proches des Russes, à la merci des armes russes. Donc ils seraient sans défense. Et le temps que les Américains reviennent pour défendre effectivement leurs alliés européens, ce serait beaucoup plus compliqué. Ils risquent aussi de s'épuiser dans un conflit en Asie et d'être moins en capacité de défendre derrière leurs alliés européens. Donc les Européens n'ont pas du tout envie en fait que les Américains s'impliquent davantage dans un conflit en Asie élargi, parce qu'évidemment, ils se retrouveraient isolés et sous le feu en fait des armes russes et sans défense. Donc la question 2 se limitait simplement à expliquer précisément quel était ce danger, puisque les Américains emmèneraient leurs ressources en Asie, donc loin de l'Europe, et l'Europe se retrouvait sous le feu en fait et à la merci des Russes. La question 3. Truman ne veut pas utiliser la bombe atomique, mais il l'a bien compris. D'ailleurs, on l'avait vu dans un texte sur la leçon où je vous avais dit que si chacun s'envoyait, c'était le discours de Khrouchtchev, qui avait bien compris la nécessité de mettre en place une entente finalement, ou en tout cas une détente entre les deux grands. Pourquoi? Parce que si chacun qui a la bombe atomique commence à se lancer la bombe atomique sur la tête, que se passe-t-il? En fait, on tombe dans une véritable guerre nucléaire mondiale. Et il le disait à la fin du texte, il disait qu'effectivement il pense que les Russes détiennent la bombe atomique depuis 1949, et donc il le dit clairement, il pourrait l'utiliser en fait sur les villes américaines en représailles, et donc il ne veut pas prendre ce risque. Le risque est donc celui d'une guerre nucléaire mondiale. Il fallait le dire clairement, et on sait très bien que ni les Russes ni les Américains ne souhaitent que ça devienne réellement une guerre nucléaire mondiale. C'est un jeu de force avant tout. Je vous conseille de faire pause pour corriger et prendre la correction en fait, de ce contrôle, même si j'en ai fait déjà une grande partie sur vos copies.
Alors, pour le document 2, donc c'était les cartes sur la crise de Berlin. Donc la première question, c'était qu'il fallait tout simplement rappeler la situation politique de l'Allemagne juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale. À la fin donc de la guerre, en 1945, je vous l'ai dit, l'Allemagne et sa capitale, on l'avait bien vu, sont divisées en 4 zones occupées par les Américains, les Russes, les Français et les Anglais, donc les pays vainqueurs de la guerre. Et ils les occupent à la fois pour éviter le retour du nazisme, je vous ai expliqué qu'ils ont quand même été endoctrinés pendant plusieurs années, et ils veulent organiser des élections libres. Et Berlin se retrouve aussi dans la zone soviétique. Donc il suffisait simplement de reprendre, d'ailleurs je vous avais mis exactement les mêmes cartes, de reprendre et de décrire la situation de l'Allemagne et de sa capitale juste après la Seconde Guerre mondiale. Question numéro 2, c'était la première crise en fait entre les Russes et les Américains, où il fallait parler du blocus. Donc en 1948, les Russes décident de s'emparer de Berlin-Ouest en établissant, vous vous souvenez, un blocus sur cette partie de la ville. Ils coupent effectivement toutes les voies aériennes, etc., pour s'emparer du contrôle de la ville. L'épreuve de force dure un an, mais le blocus échoue à cause du pont aérien qui est établi par les Américains pour ravitailler plus de 2 millions de Berlinois. Finalement, et c'est ça qu'il ne fallait pas oublier, que beaucoup d'entre vous ont oublié, c'est qu'en 1949, quelles sont les conséquences? L'Allemagne et Berlin sont finalement coupés en 2 États rivaux. C'est pas en 2 parties, ça devient 2 pays distincts. Il n'y a plus d'Allemagne, il y a 2 pays opposés. La RDA, République démocratique allemande, qui est communiste et qui est autoritaire, et à l'est, et puis la RFA, République fédérale allemande démocratique, qui se retrouve à l'ouest et qui a un bien meilleur niveau de vie. Donc il fallait bien expliquer, décrire le blocus, et ensuite, alors là, certes, à partir de vos connaissances personnelles, il fallait un petit peu étoffer, et puis conclure sur le fait que ça aboutit à une division de l'Allemagne en 2 pays opposés, la RDA et la RFA, pour avoir l'ensemble des 2 points. Question numéro 3. Donc là, il fallait expliquer pourquoi ils vont réellement construire un mur. Beaucoup m'ont dit ils vont construire un mur. D'accord, ok, mais pourquoi ils vont construire un mur? Vous devez quand même expliquer en détail pourquoi. Parce que ce mur, il ne se construit pas en 1949, il se construit en 1961. Donc des années passent avant que finalement Khrouchtchev décide de le construire. Il faut bien expliquer pourquoi il en vient à une décision aussi extrême, qui a marqué le monde entier à l'époque. Donc entre 1949 et 1961, il fallait expliquer qu'il y avait plus de 3 millions de personnes qui vont se réfugier en RFA. Pourquoi ils vont se réfugier en RFA? Parce qu'il y a plus de liberté, parce qu'il y a un meilleur niveau de vie, et ils vont donc fuir la RDA communiste. Et effectivement, pour arrêter cet exode massif, les Russes ne voient pas d'autre solution que de construire en 1961 un mur de 155 km qui va interdire toute communication entre ces 2 parties de la ville. Donc il fallait bien expliquer en fait la différence du niveau de vie des libertés entre RFA et RDA, expliquer qu'effectivement il y avait des millions de personnes qui avaient voulu, qui se sont échappées, et que face effectivement à cet exode, il n'y avait pas d'autre solution de construire un mur et de finalement, je vous l'avais dit, de maintenir comme prisonniers les Berlinois de l'Est. Question numéro 4, c'était facile, tout le monde a eu le point quasiment, le mur de Berlin sera détruit le 9 novembre 1989, et vous savez que ça annonce déjà en fait la fin de la guerre froide, puisque 2 ans plus tard, on le verra, l'URSS va s'écrouler. Alors, on peut passer maintenant au document 3, donc vous avez plutôt bien réussi. Par contre, le seul point sur lequel vous avez été un peu moins précis, c'est souvent, et pourtant Dieu sait qu'on l'a fait en classe, je vous demande toujours de décrire tout simplement le dessin. Souvent, vous voulez toujours me donner le message tout de suite, alors qu'en fait, ce qu'on vous demandera souvent, c'est de décrire pour pouvoir après, en fait, avoir les arguments pour décrire le message. Si vous expliquez d'abord le message, en fait, vous ne pouvez pas le justifier. En décrivant finalement précisément le document étudié, souvent un dessin, une caricature, vous pouvez d'autant mieux justifier ce que vous allez dire après dans les questions suivantes. Donc il fallait être très, très simple. Il y en a qui m'ont parlé de statues, quand même c'est des poupées russes. J'espère que vous en avez déjà vu dans votre vie, mais des poupées russes, voilà, c'est des poupées enchevêtrées les unes dans les autres. Et puis en plus, bon là c'était vraiment symbolique parce que c'est des poupées russes et on parle de la Russie, donc c'était très très bien vu par le caricaturiste. Donc il fallait bien décrire ces différentes poupées russes. On voit donc différentes poupées russes. La plus grosse, c'est-à-dire la poupée russe principale dans laquelle il y a toutes les autres, au centre en fait représente l'URSS, dont la tête en fait elle était tombée à gauche, et on voyait bien, il faut insister, je vous l'ai dit souvent quand on décrit un dessin, sur les émotions. Et la poupée russe, elle est triste, en fait, elle fait un peu la tronche, alors que les autres poupées russes qui sont plus petites, puisque la taille aussi des pays est plus petite, représentent les pays qui sont sous tutelle soviétique, qui ont été un peu forcés d'intégrer l'URSS, et elle s'échappe de la poupée mère, donc de la poupée URSS, et joyeusement. Donc il y a bien un contraste en fait entre la tête de la poupée russe de l'URSS et la tête des autres poupées qui retrouvent finalement leur indépendance.
Question numéro 2, donc quel événement ça représentait? Ça représentait, vous l'avez compris, la dislocation de l'URSS, dont les différents pays sous tutelle soviétique vont prendre, les unes après les autres, leur indépendance. Question numéro 3, alors j'insiste sur la question 2, je reviens. Si vous mettiez simplement que ça signifie la fin de la guerre froide, ça manque de précision. Parce que dans la fin de la guerre froide, ce qui marque vraiment la fin de la guerre froide, c'est l'effondrement de l'URSS. Et pourquoi l'effondrement de l'URSS s'effondre? C'est parce qu'il n'y a plus d'URSS. Parce que toutes ces républiques soviétiques socialistes à l'intérieur de l'URSS redeviennent indépendantes, donc s'affranchissent finalement de la tutelle soviétique et n'ont plus peur, je vous l'avais raconté, donc de l'autorité communiste, et donc redeviennent indépendantes. Question 3, la date à retenir. Alors j'ai accepté les dates de 1989 à 1991, pourquoi? Parce que les indépendances vont être progressives. Mais la date quand même à retenir et que j'attendais, c'était bien 1991, d'accord? Question numéro 4, pourquoi la petite poupée lituanienne est en tête et souriante? Parce que c'est tout simplement, je vous l'avais expliqué, avec 2 caricatures de Plantu. C'est la première en fait qui va à cette autoproclamée, il faudrait que je mette EE, ça serait plus mieux, à cette autoproclamée en fait indépendante contre l'avis de l'URSS. Hein. Je vous avais montré notamment, si vous vous rappelez, la caricature où elle porte une urne et qu'elle décide, le pays décide lui-même de voter et le Russe lui dit attention, les armes à feu sont interdites puisque le vote devient une arme à feu, hein, le pouvoir de décider tout seul. Et puis ensuite vous aviez la petite lituanienne qui repeignait en fait la frontière lituanienne avec sur le char russe qui lui avait les bras croisés et il ne pouvait rien faire. Enfin, dernière question, c'est Gorbatchev qui dirigeait l'URSS à cette époque. Et pas Khrouchtchev, hein, il y a eu d'ailleurs certainement mis Khrouchtchev, mais il y a eu beaucoup, je vous ai expliqué, beaucoup d'autres dirigeants qui sont succédés entre deux, et c'est Gorbatchev à cette époque-là qui est à la tête de l'URSS, et qui d'ailleurs n'arrive pas, je vous l'avais dit, à faire évoluer l'URSS vers plus de souplesse. C'est trop tard, et donc l'URSS va s'effondrer en 1991. Alors oui, je vais essayer de rajouter quand même et corriger ces petites fautes. La Lituanie est la première à s'être autoproclamée indépendante, ça sera mieux pendant qu'on y est, comme ça sera mieux. Voilà, je corrige, je remets les réponses et je vous laisse donc corriger, faire pause sur la vidéo. Dernière question que je vous avais demandé, qui était une question de synthèse, pour voir, et là il n'y avait pas vraiment de réponse à un endroit donné dans le cours, il fallait que vous réfléchissiez, que vous vous aidiez un petit peu de tout ce qu'on avait vu. Pourquoi on a appelé la guerre froide justement la guerre froide? C'est quand même un drôle de nom d'avoir qualifié une guerre froide, hein. Généralement, voilà, j'ai même utilisé l'expression de guerre chaude entre guillemets à certains moments du cours pour vous montrer qu'on était vraiment au bord d'une guerre mondiale. Et certains, je vous avais perdu beaucoup de points parce que vous êtes arrêtés en me disant que c'était une guerre indirecte et qui ne s'affrontaient pas. Et c'est là il faut que vous soyez beaucoup plus précis, et c'est pour ça que vous avez perdu des points. Effectivement, il faut bien que vous compreniez que les Américains et les Russes, on l'a vu, ils vont clairement s'affronter, ils se battent réellement l'un contre l'autre, hein, et il va y avoir effectivement des dizaines de milliers de morts dans les deux camps. Mais ce qui change, c'est qu'ils se battent de manière indirecte. Alors quand ils se battent de manière indirecte, ça ne veut pas dire qu'ils ne se battent pas l'un contre l'autre, mais ça veut simplement dire qu'ils se battent l'un contre l'autre, mais ailleurs, en fait, dans des conflits étrangers. On a vu en Corée, à Cuba, au Vietnam, en Afghanistan, etc. Où en fait chaque pays défendra, alors les Russes vont défendre les intérêts d'un camp ou d'un peuple, et puis les Américains d'un autre camp ou d'un autre peuple en face, mais ils se battent bien l'un contre l'autre. Ou encore, à quoi on voit que c'est indirect? C'est parce qu'ils vont aller se battre à travers des organismes internationaux comme l'ONU. Et là je vous cite par exemple la guerre de Corée, c'est bien les Américains en fait qui interviennent, mais pilotés par l'ONU. Officiellement c'est l'ONU qui intervient, en réalité l'essentiel des troupes de l'ONU sont des troupes américaines. Donc il y a bien un conflit, il y a bien des vrais combats entre Russes et Américains, il y a vraiment des morts, c'est vraiment une guerre, mais on l'a surnommée froide parce qu'elle ne se passe pas en fait sur leur propre territoire, elle se passe en fait ailleurs ou sous l'autorité d'autres grandes organisations ou d'autres peuples. D'accord? Et c'est là où il faut nuancer, c'est là où certains ont réussi à avoir les 2 points parce qu'ils ont été capables de nuancer précisément ce que ça voulait dire indirect, et d'autres qui, effectivement, ont conclu un peu rapidement que finalement, ils ne s'affrontaient pas. Si, ils s'affrontent bien réellement. Donc, je vous ai juste rajouté qu'entre 1947 et 91, donc elle provoquera bien des dizaines de milliers de morts dans les 2 camps, mais elle ne se déroulera pas sur leur propre territoire. Voilà pourquoi on l'appelait froide. C'est pas une guerre ouverte, directe entre Américains et Russes, elle est indirecte, parce que dans des conflits étrangers ou à travers d'autres peuples, d'autres camps, d'autres organisations internationales. J'espère que c'est plus clair. Voilà, c'était pas un contrôle très difficile, les notes sont globalement plutôt bonnes.
Certes, vous pouviez vous aider du cahier, hein, même si j'espère que certains ont vraiment joué le jeu et ont essayé de le faire sans l'aide du cahier. Je me doute bien qu'il y en a pour certaines réponses que vous êtes vraiment appuyé sur le cahier. Bon, ça n'empêche pas que pour la plupart des questions, il fallait quand même réfléchir et que votre cahier n'allait pas vous aider à grand-chose, si ce n'est à utiliser vos connaissances pour mieux analyser les documents. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, on s'arrêtera là pour aujourd'hui et je vous souhaite voilà, une bonne journée. Allez, à bientôt pour la suite de nos leçons d'histoire sur le monde d'après 1989.